L'électricité statique est constamment présente dans un environnement industriel et son accumulation peut créer des étincelles susceptibles de provoquer des explosions, des incendies, des dommages matériels importants et des blessures aux opérateurs. À ce titre, elle représente un danger constant et invisible dont les conséquences sont bien connues. Cependant, l'électricité statique que nous rencontrons dans notre quotidien est relativement inoffensive, bien qu'assez inattendue. Comment ce phénomène familier peut-il alors devenir un réel danger pour un environnement industriel ? Certaines conditions doivent être remplies pour une décharge électrostatique puisse provoquer une ignition. La concentration de vapeur de solvant dans l'air doit atteindre un niveau propre à favoriser les explosions. Il faut également un moyen de générer une charge électrostatique et cette charge doit s'accumuler suffisamment pour provoquer l'ignition d'une étincelle. Une étincelle suit normalement le shunt électrique assurant la continuité électrostatique avec la Terre, mais d'autres accumulations de charges peuvent se produire par frottement sur des surfaces telles que le plastique qui peuvent accumuler des charges électriques. Un tel risque peut être limité en maintenant l'accumulation de charges électrostatiques en deçà du niveau de sécurité, en contrôlant la vitesse de génération des charges et en facilitant leur dissipation ou encore en éliminant la présence du mélange vapeur-air inflammable. Ce film traite des sources de l'électricité statique, des bonnes pratiques visant à minimiser l'accumulation de charges, de la mise à terre et à la mise à masse efficace. Comment procéder, quels tests réaliser, quel support technique est à disposition, quelles sont les bonnes pratiques et la législation en vigueur. Cet aperçu des dangers de l'électricité statique et des moyens d'y remédier est proposé par la SIA et l'ESIG, afin d'accroître la prise en conscience des risques auprès des utilisateurs de solvants. L'électricité statique peut être générée dans un solvant ou sur des surfaces non conductrices telles que celles des fûts en plastique. La charge d'électricité statique peut être générée dans les solvants par le propre mouvement du liquide, par exemple lors des opérations de chargement, déchargement, transfert, mélange, filtration. Le mouvement du liquide conduit à la séparation des charges électriques qui s'accumulent dans le liquide, ainsi que dans les tuyauteries, les stockages, les conditionnements, les fûts, les camions-citernes, les trains et les bateaux. Si une de ces capacités est un bon isolant, ou si le site de production est isolé de la Terre, les charges électrostatiques vont s'accumuler. Prenons l'exemple d'un liquide s'écoulant le long d'un tuyau. Les électrons chargés négativement franchissent la frontière entre les deux corps et sont alors incapables de revenir à leur corps d'origine. La charge de l'enveloppe du stockage peut être dissipée rapidement grâce à la mise à terre de l'appareil, alors que la charge accumulée au sein du liquide demeure et se dissipe lentement en fonction de la conductivité du liquide. La rapidité de la formation de la charge électrostatique dépend d'un certain nombre de facteurs tels que la turbulence du liquide, sa vitesse, la surface de contact avec du liquide, avec son contenant, la présence d'impuretés et la vitesse à laquelle l'équipement de la mise en terre peut dissiper la charge. La quantité de charge restante, après un certain laps de temps, dépend de la quantité générée et de la quantité dissipée. On appelle temps de relaxation d'une charge le temps nécessaire à cette charge pour revenir à son niveau de sécurité. Ce temps varie en fonction des solvants. Les turbulences générées lors des opérations de remplissage avec des débits importants, des éclaboussures ou des chutes libres de liquide augmentent considérablement l'accumulation de charge au-delà du niveau généré dans les tuyaux. En raison de leur grande surface, les filtres peuvent générer une quantité de charge électrostatique jusqu'à 5000 fois supérieure à la quantité générée par un système de tuyaux sans filtration. Les opérations de dispersion peuvent être particulièrement dangereuses en raison de l'importante vitesse de génération des charges lorsque des particules sont présentes. La vitesse élevée de formation des charges peut également être observée lorsque l'on mélange des liquides non miscibles. Avec des liquides de faible conductivité, l'accumulation de charge peut provoquer la formation d'étincelles dans l'espace gazeux d'un indicateur à pales, d'un mélangeur ou d'un tuyau de remplissage. La charge électrostatique formée dans le liquide se dissipe en migrant du liquide vers un point de la mise à terre. La vitesse de dissipation dépend de la capacité du liquide à conduire l'électricité. Les solvants hydrocarbonés possèdent une faible conductivité et ne facilitent pas la conduction de l'électricité. Plus la génération des charges est lente, et plus il y a de charges pour que celle-ci se dissipe et évite ainsi d'atteindre un niveau suffisant pour générer une étincelle. La génération d'électricité statique ne peut pas être empêchée totalement, mais sa vitesse d'accumulation doit être limitée. Bien que cela ne soit pas toujours possible pour certaines utilisations des solvants, comme dans le cas des sprays par exemple.
Il existe des vitesses maximales de sécurité recommandées pour les solvants hydrocarbonés en fonction du diamètre des tuyaux, mais il y a des exceptions pour certains solvants particuliers ainsi qu'en cas de présence de produits spécifiques. Pendant les opérations de remplissage des réservoirs, des camions-citernes, des trains, des bateaux, des GRV, grands récipients pour vrac, des cuves et des fûts, il convient d'éviter au maximum les éclaboussures et chutes de liquide inflammable grâce à l'utilisation de partiteurs permettant de décharger le liquide via le conteneur relié à la terre ou en immergeant la canne de remplissage au-dessous du niveau du liquide au bas de la cuve. La vitesse d'arrivée du liquide devra être réduite jusqu'à ce que la canne de remplissage se trouve en dessous de la surface du liquide. Il est particulièrement important que la vitesse d'arrivée du liquide entrant ou du liquide déchargé soit contrôlée, ainsi qu'il convient d'éviter le remplissage par gravité de GRV à partir de citernes routières. Une fois l'opération de remplissage ou le mélange terminé, il peut être nécessaire de jauger ou de prélever un échantillon et d'observer un temps suffisant pour permettre à la charge électrostatique accumulée de se dissiper. Le temps de relaxation de la charge. Les réservoirs de stockage peuvent contenir une faible quantité de notre liquide, comme par exemple de l'eau, et par conséquent le temps de relaxation devra être beaucoup plus long que le temps nécessaire à un solvant pur. Il convient d'être particulièrement vigilant si la capacité de stockage réceptrice n'a pas été nettoyée, ou si elle contient des vapeurs inflammables, en particulier si le liquide en question est doté d'une faible conductivité. L'expérience a montré qu'en installant des filtres en amont, suffisamment éloignés des points de chargement, on permet au liquide un temps de stagnation suffisant, supérieur au temps de relaxation de la charge. On peut procéder à l'installation d'une chambre de relaxation. Lors des opérations de dispersion, il convient également d'accroître la conductivité du liquide avant l'ajout de particules. Si possible, les solvants conducteurs devront être ajoutés en premier. Dans certains cas, des agents aux propriétés antistatiques peuvent être ajoutés afin de réduire l'accumulation de charge. En principe, quelques parties par million sont suffisantes. Cependant, ces additifs peuvent créer des problèmes de formulation et peuvent se séparer durant les opérations de chargement en vrac. Pour les cas où il n'est pas possible de réduire la formation de charge électrostatique à un niveau sécurisé, un gaz inerte d'étouffement pourra être envisagé pour les lignes et les stockages. La mise à la terre et à la masse est une technique très efficace pour minimiser l'éventualité d'une ignition liée à l'électricité statique, et elle s'avère particulièrement importante quand l'utilisateur final de solvant ne peut éviter la génération d'électricité statique en raison de la nature du produit, tel que dans le cas de spray par exemple. La mise à la terre établit un chemin électrique continu avec la terre et permet de supprimer la charge rapidement. Un équipement conducteur est connecté à une prise de terre ou à un système de mise à la terre afin d'éviter la formation d'étincelles entre l'équipement conducteur et les structures de la mise à la terre. Un système de mise à la masse permet de connecter les différentes pièces d'un équipement conducteur afin de les maintenir au même potentiel électrique. En effet, des étincelles statiques ne peuvent pas se produire entre des objets ayant le même potentiel électrique. Sur des sites potentiellement inflammables, tous les objets conducteurs électriquement isolés de la terre par un isolant, par exemple lignes, flexibles joints, équipements support, doivent être reliés à la masse. Les courroies et câbles de mise à la masse ainsi que les bornes de terre doivent être robustes et de faible résistance, moins de 10 ohms. Les équipements portatifs doivent être reliés par un matériel opérationnel de mise à la terre ou par un système de mise à la terre usuel utilisant des câbles flexibles et des pinces flexibles adaptées. La pince doit rentrer en contact direct avec des surfaces métalliques à travers la peinture, la rouille et tout contaminant de surface. Les réservoirs et les fûts doivent être reliés par la terre au système de chargement via des conducteurs de terre et une pince de mise à la terre passant à travers la couche de peinture. De préférence, la pince de mise à la terre ne doit pas se situer à proximité de l'atmosphère inflammable. Au moment du transvasement d'un réservoir ou d'un bidon vers l'autre, il convient de s'assurer que le récipient destinataire est relié à la terre ainsi qu'au récipient source. En cas d'utilisation d'un GRV métallique, le châssis autour du réservoir peut ne pas être relié au réservoir via une courroie de mise à la terre. Par conséquent, le châssis et le réservoir devront être reliés séparément au système de charge. En règle générale, on recommande de ne pas utiliser de GRV ni de conteneurs en matière plastique pour des solvants à point d'éclair bas.
En effet, les surfaces en plastique peuvent se charger elles-mêmes en électricité statique par simple frottement, et la charge accumulée dans le solvant ne peut alors être éliminée. Certains conteneurs en plastique ont des conditions spéciales de mise à la terre, et l'opérateur doit avoir l'assurance que le système de mise à la terre est robuste et fiable, qu'il comprend un équipement de vérification de la mise à la terre, et que tout potentiel de formation d'électricité statique par frottement de surface est éliminé. Les bons systèmes de vérification de mise à la terre offrent une confirmation en continu de la dérivation à la terre. Ils préviennent et arrêtent les opérations en cas de mise à la terre défectueuse. Lors du remplissage de camions-citernes, des conditions spéciales de mise à la terre doivent être réalisées, étant donné que la résistance à la terre d'un véhicule peut dépasser la résistance maximale recommandée. Dans tous les cas, la pince de branchement à la terre doit être reliée au véhicule avant d'effectuer toute opération, et ne doit pas être retirée avant que toute opération ne soit achevée et que l'absence de vapeur ait pu être constatée. Lors de remplissage avec l'utilisation d'un équipement portatif, par exemple dans le cas de pompes mobiles, cet équipement devra être lui-même relié à l'équipement opérationnel de la mise à la terre ou à un système de mise à la terre usuel au moyen de câbles flexibles et de pinces appropriées. La pince doit rentrer en contact avec des surfaces métalliques à travers la peinture, la rouille et autres contaminants de surface. Au moment du déchargement, le conteneur source devra être connecté électriquement au conteneur destinataire. Dans le cas d'un stockage temporaire, il convient de s'assurer que celui-ci comporte un système de mise à la terre et de réaliser les tests d'évaluation correspondants. L'équipement destiné au jaugeage et à la collecte d'échantillons doit être entièrement composé de matériaux conducteurs ou en fibre naturelle et relié au réservoir par la masse. Le trempage ou le prélèvement d'échantillons ne peuvent avoir lieu qu'une fois écoulé le temps de relaxation approprié. En cas d'utilisation de liquide inflammable, le port de chaussures de protection antistatique est recommandé. Elles doivent être régulièrement vérifiées par tout le personnel. Une installation correcte, ainsi qu'une inspection et un entretien efficace des systèmes et appareils de la mise à la terre et à la masse sont importants pour la protection du personnel et des équipements. Afin de maintenir un niveau de connaissance et d'alerte suffisant des problèmes liés à l'électricité statique, il convient de procéder à des tests réguliers sur les équipements avec exploitation des résultats, à la formation régulière des opérateurs en s'appuyant sur les standards appropriés. Les parties fixes du système de mise à la terre, les piquets de terre, les circuits de mise à la terre ainsi que la mise à la masse des équipements fixes doivent être testés périodiquement par un expert et doivent être effectués en corrélation avec des tests sur l'équipement de protection contre la foudre. Ces tests devraient être réalisés tous les 11 à 13 mois, à différentes saisons, avec une attention particulière sur les écarts constatés avec les tests précédents, indication de détérioration éventuelle. Les systèmes de contrôle de mise à la terre sont généralement testés tous les 12 mois. Les raccordements et les pinces des équipements portatifs doivent, quant à eux, être testés plus fréquemment, tous les 3 mois, en utilisant un Earth Lead Tester, un testeur de mise à la terre intrinsèquement sûr. Il est primordial que les opérateurs qui utilisent des solvants inflammables soient informés des dangers provoqués par l'électricité statique. Les fiches de données sécurité renseignent sur la présence éventuelle de mélanges vapeur-air inflammables durant la manipulation du solvant. Il convient de considérer que l'électricité statique peut poser des problèmes. Même dans le cas de solvants oxygénés, dotés pourtant d'une meilleure conductivité, mais pouvant accumuler les charges à un niveau dangereux, comme c'est le cas des acétates. Afin de vous en assurer, contactez votre fournisseur pour plus de support technique à ce sujet. Il convient de se référer aux différents standards européens et internationaux avant toute installation ou maintenance d'un système de protection d'électricité statique. On trouve des références sur de nombreux standards différents, qu'il s'agisse de standards spécifiques à l'électricité statique ou à la manutention de liquides inflammables, ou encore des standards sur l'intervention en atmosphère dangereuse. Nous vous recommandons de consulter vos autorités sanitaires locales pour plus d'informations. Tout au long de ce DVD, nous avons pu constater comment un phénomène bien connu peut devenir un danger sérieux. Certaines conditions réunies peuvent provoquer une ignition. La présence d'un mélange inflammable allié à la génération d'électricité statique susceptible de provoquer une étincelle à l'intérieur du solvant ou sur des surfaces plastiques. Nous avons vu comment ce danger peut être écarté grâce à des bonnes pratiques d'utilisation et en ayant recours à un équipement de mise à la terre et à la masse fiable et éprouvée. Les solvants ont un rôle prépondérant dans l'industrie et, dans bien des domaines, ils sont indispensables pour les produits et les services de notre vie quotidienne. Certains solvants sont dangereux et ce film souligne notamment les dangers liés à l'électricité statique. L'industrie des solvants est strictement réglementée
et les informations et conseils disponibles, tels que ceux prodigués dans notre récent film sur l'utilisation responsable des solvants, permettent de minimiser le risque associé à ce danger. Nous vous remercions d'avoir regardé cette brève présentation. Si vous désirez obtenir plus d'informations, merci de consulter nos sites internet.